Notre voyage s'est déroulé dans des conditions particulières, car en cette période d'incertitude due au conflit dans cette région du Moyen-Orient, les compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols. Notre voyagiste Salin, ayant 2 groupes pour ce voyage, a réussi à négocier un vol avec Air Jordanie, ce qui fait que pendant notre périple, nous n'avons rencontré aucun autre groupe. Un plaisir d'avoir les sites pour nous seuls, mais une catastrophe économique pour la Jordanie, dont le tourisme représente 15% du PIB. Aucune impression d'insécurité, car la Jordanie est considérée comme un pays neutre dans le conflit. C'est un superbe pays, tant par les sites que par la gentillesse de la population. Aussi, n'hésitez pas à faire ce voyage. Nous arrivons à Jerash. La cité antique de Gerasa fut fondée par Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. La cité n'a pris son essor qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Après plusieurs conquêtes, ce sont les Romains en 63 avant Jésus-Christ qui en firent une ville opulente. Pillée par les Perses en 614 puis les Arabes en 635, le tremblement de terre de 748 fut dévastateur. Le coup de grâce lui fut donné par les affrontements entre musulmans et croisés. L'arc de triomphe d'Adrien a été érigé pour la visite de l'empereur Adrien en 129, qui voulait en faire l'entrée d'une ville nouvelle. Après des travaux de restauration entre 2003 et 2008, la porte a retrouvé sa taille d'origine. Nous accédons à l'hippodrome. D'une longueur de 444 mètres, il pouvait accueillir 15 000 personnes. C'est l'un des plus petits du monde romain. Il s'y déroulait des combats de gladiateurs et des courses de chars et de chevaux. La porte sud marque l'entrée principale du site. Nous longeons le temple de Zeus, construit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le forum ovale, grand de 90 mètres par 80, est bordé de colonnades. C'est l'un des plus grands de l'Empire romain. Il faisait office d'agora et de marché. Situé à flanc de colline, le théâtre sud a été bâti en 92 après Jésus-Christ. La scène est conçue dans un style romain classique. Il comportait 32 rangées de sièges, pouvant accueillir jusqu'à 5000 personnes. Le théâtre faisant face au nord, les spectateurs n'étaient pas aveuglés par le soleil. La voie principale, appelée Cordo Maximus, est pavée de larges dalles de pierre calcaire. Elle fait 800 mètres de long et dessert plusieurs monuments. Le nymphée. Le sanctuaire, large de 22 mètres, est à 2 étages, dédié aux nymphes de l'eau. La façade de la fontaine était divisée en niches qui abritaient des statues. L'eau se déversait dans la grande fontaine, puis dans la rue, et était évacuée par les égouts. Au fond, la porte nord. Nous arrivons à la citadelle arabe d'Al-Joun. C'est une forteresse musulmane du XIIe siècle. De sa hauteur,
Le château gardait 3 oueds, puis descendait vers la vallée du Jourdain et contrôlait les routes des caravanes entre Damas et Amman. Accès par un pont-levis, de nombreux escaliers permettent de déambuler dans un labyrinthe de galeries aux voûtes très hautes et démesurées. Elle est maintenant entourée de plantations d'oliviers. En route pour la vallée du Jourdain. Nous voici au point où nous sommes au niveau de la mer Méditerranée. On voit l'importance de la dénivellation de moins 390 mètres de la mer Morte. Nous arrivons au site du baptême du Christ, situé sur les rives orientales du Jourdain. Ici, 5 églises incongrues dans le paysage. Un clocher anglican, une coupole copte, une basilique luthérienne, une rotonde arménienne et une chapelle maronite. C'est donc ici que Jésus de Nazareth fut baptisé par Jean-Baptiste. C'est par un sentier ombragé que nous arrivons sur les rives du Jourdain, qui sert de frontière avec la Cisjordanie. Certains d'entre nous n'hésitent pas à s'y tremper les pieds et à se rafraîchir les mains dans cette vasque. Photo de groupe impérative et nous remontons vers l'église. En route, nous longeons une palmeraie. Nous traversons le village de Daïr Allah. Et nous nous arrêtons pour une dégustation de bananes. En 1993, la fondation Noor El Hussein crée la coopérative des femmes d'Irak Al-Amir pour former les femmes du village aux pratiques traditionnelles et en vivre. Nous y déjeunons et visitons leurs ateliers et magasins. Ce village abrite un monument archéologique singulier, un château du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il a 2 étages et fait 38 mètres de long par 18 mètres 50. Il est construit en pierre de calcaire. La décoration est remarquable avec ses hauts reliefs et frises, témoignage des influences de l'architecture hellénistique. Un tremblement de terre en 362 l'endommagea sévèrement. Il est 18h quand nous arrivons à Amman. Et notre guide nous amène au souk alimentaire. Jouer avec. Attention, il y a un camion. Un camion.
La Grande Mosquée. Ce matin, visite d'Amman et bref passage par la Mosquée Bleue. Et nous nous dirigeons vers la citadelle. Sise au sommet d'une colline en forme de L, c'est l'une des 7 collines qui formaient la ville antique et l'un des sites habités les plus anciens du monde et mentionné dans la Bible. Le temple d'Hercule est un temple romain construit par Marc Aurèle au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce palais a été édifié au 8e siècle par la dynastie Omeyyade. L'autre attrait du site est le panorama qui surplombe une bonne partie de la ville, comme le théâtre antique, la mosquée Abdou Darwish, ainsi que les quartiers de la basse ville. Petit tour au musée archéologique. Le théâtre antique aurait été construit entre 138 et 161 après Jésus-Christ par l'empereur Antonin le Pieux. C'est le plus grand de Jordanie avec 6000 places. À côté, le musée des arts populaires. Nous arrivons au carrefour stratégique qui mène à Qasr el-Azraq. L'importance stratégique de cette grande bâtisse vient de son implantation au milieu de l'oasis d'Azraq, la seule source permanente d'eau douce du désert. Construit sous l'empereur Aurélien en 270, il contrôlait les caravanes qui passaient de l'Arabie Saoudite vers le sud de la Syrie. C'est par là aussi que passaient les tribus incontrôlées, vers Babylone. À l'hiver 1917-1918, Laurence d'Arabie établit son quartier général. En sortant, pria de fermer la porte, qui pèse 1 tonne. Nous mangeons dans un grand restaurant où, comme d'habitude, nous sommes les seuls clients pour déguster le plat principal, poulet-riz renversé à la tatin. Xeramra est le plus célèbre des châteaux du désert. C'est l'un des exemples les plus remarquables de l'art omeyyade et de l'architecture islamique. Il contient un système thermal avec un bain tiède et un bain chaud. Le château, construit en 744, aurait été utilisé comme lieu de villégiature par le calife Al-Walid pour le sport et le plaisir. Il est couvert de scènes de chasse, de fruits et de femmes. Nous arrivons enfin au Kas Karana. Il aurait été construit au 8e siècle. C'est l'un des premiers exemples d'architecture byzantine dans la région. Sa fonction est restée longtemps énigmatique. Cependant, on est presque sûr qu'il s'agissait d'un caravansérail, une sorte d'auberge de 90 couchages. Site archéologique de Er-Razas. Ce site, en cours de fouille, comprend des vestiges de période romaine et byzantine. Après avoir été un camp militaire romain, il devint une ville au 5e siècle. Il comporte 16 églises, dont l'église Saint-Étienne, renommée pour ses sols en mosaïque, qui représentent des villes de la région identifiées par leur nom de lieu en lettres grecques.
Nous reprenons la route pour Madeba, toujours des oliviers en plein désert. La Jordanie est le 8e pays producteur d'huile d'olive. Aresh et Aldi pour admirer la vallée du Jourdain qui rejoint la mer Morte. À Madaba, l'église Saint-Georges renferme la carte de la Palestine, connue pour être la plus vieille représentation cartographique de la Terre Sainte. Elle date du VIe siècle. Elle a été découverte en 1884 lorsque les ruines de l'ancienne église byzantine ont été déblayées. Le mont Nebo. Situé à 800 mètres d'altitude, selon la tradition, c'est depuis ce promontoire que Moïse contempla la terre promise avant de rendre son dernier souffle à 120 ans. Au IVe siècle, un sanctuaire chrétien est construit au sommet du mont qui abriterait le mausolée de Moïse. Au début du 7e siècle, ce sanctuaire est restructuré en plan basilical. Une nouvelle structure protège les vestiges de cette basilique. Les mosaïques sont datées de l'an 530 et représentent sur 4 registres des scènes de chasse et pastorales. Le 9 mars 2000, le pape Jean-Paul II visite le mont Nebo. Au cours de son pèlerinage en Terre Sainte, et plante cet olivier. Nous reprenons la route en direction de Kérak en longeant la mer Morte. La mer Morte est un lac salé partagé entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Sa surface, de 800 km², est située à 390 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la Terre. Elle est renommée pour sa salinité qui permet de flotter facilement et pour sa boue noire riche en minéraux utilisés à des fins cosmétiques et thérapeutiques. Alors que la salinité de l'eau de mer est à 2 à 4%, celle de la mer Morte est de 27,5%, soit 275 grammes par litre d'eau. Ce qui fait qu'aucun poisson ni algue macroscopique ne peut subsister. Elle a perdu le tiers de sa superficie depuis les années 1970 et se trouve désormais menacée de disparition. On la voit ici à sec, ce qui a permis la construction de nouveaux villages et d'avoir des terres fertiles. Plus haut, le désert reprend ses droits. Nous arrivons à notre hôtel, et ce n'est pas à la piscine que nous allons nous baigner, mais à la mer Morte pour tester la portabilité de l'eau. Certains n'hésitent pas à se recouvrir de boue avant d'aller replonger. Il faut faire attention à ne pas perdre l'équilibre, sinon on se retourne et risque de se mettre du sel dans les yeux. Le coucher du soleil en accéléré est magnifique. La forteresse de Kérak est l'un des châteaux les plus célèbres de Jordanie. Édifiée à partir de 1132, elle culmine à 900 mètres d'altitude. Ancien fief des croisés en Transjordanie, le château a été le théâtre de nombreux sièges et batailles. Jusqu'en 1170, les chevaliers croisés réussirent à tenir d'une main de maître leur forteresse contre les musulmans. Renaud de Châtillon, célèbre pour sa folie et sa barbarie, s'empare du site. Il pille les caravanes marchandes et attaque les pèlerins de la Mecque. Il devient une menace pour Saladin,
souverain d'Égypte et de Syrie. Après de nombreuses batailles, Kérak passe aux mains des musulmans et devient la capitale du royaume des Mamelouks. Nous quittons la forteresse de Kérak pour la vallée et réserve de Dana. Sillonnée de canyons, d'oueds et de montagnes spectaculaires, c'est la plus grande réserve forestière de Jordanie et le paradis des randonneurs. Le village de Dana a été fondé au XVIIe siècle. L'érosion a rendu le sol aride et ingrat, conduisant au dépeuplement du village au XIXe siècle. Dès que la réserve naturelle de Dana a été créée en 1989, les Bédouins ont occupé les lieux et ont rénové près de 70 maisons. Et maintenant, c'est l'écotourisme qui concilie les objectifs de conservation et de développement économique. Nous arrivons à Pétra. Elle est fondée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édonites. Elle est ensuite occupée vers le 6e siècle par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes, transportant l'encens, les épices et autres produits précieux entre l'Arabie et la Méditerranée. Durant le règne du roi nabatéen Arétas IV, le royaume connaît un important mouvement culturel. C'est à cette époque que la plupart des tombeaux et temples sont construits. Le Sikh, c'est-à-dire le canyon, qui amène au trésor, est d'environ 1,5 km. La géologie de Pétra est caractérisée par la présence de falaises de grès formées à partir de sable compacté, façonné par l'érosion et le vent. Nous découvrons progressivement le Kasneh, appelé le Trésor. Le Kasneh est un temple funéraire consacré au culte et à la mémoire de Arétas IV, construit en 40 ans après Jésus-Christ. Les Nabatéens ont pu creuser leurs monuments dans ces falaises avec des ciseaux, des marteaux et des machines telles que des scies à eau. Ici, les premières tombes. Voici les habitations. À son apogée, vers l'an 50, Pétra comptait environ 30 000 personnes. Le théâtre pouvait recevoir 6 000 personnes. Nous arrivons sur l'itinéraire des tombes royales. Tombe à l'urne, qui fut transformée en 447 en église chrétienne. Cet ensemble réunit plusieurs tombes. La tombe de la soie, la tombe corinthienne, la tombe palais, la tombe Sextus Florentinus. Tombé dans l'oubli, le site est redécouvert en 1812 grâce à l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt. Temple Kasr al-Bint. Il était consacré aux divinités nabatéennes, Douchra et Alohusa. Sur le retour, nous repassons par le trésor, dont les couleurs ont changé en cette fin d'après-midi. La petite Pétra, à 8 km de Pétra, était la banlieue. On y accède par un canyon exigu de 400 mètres où le soleil ne pénètre pas. Ici, ce sont principalement des habitations troglodytes qui recevaient des voyageurs et des marchands arabes accompagnés de leurs caravanes et les chameaux. Il y a 4 tricliums qui sont des salles d'auberge comportant une table à manger avec 3 lits disposés en U où s'allongeaient les convives.
Départ pour une après-midi 4x4 dans le désert du Wadi Rum. Et nous voyons ici ce rocher surnommé les 7 piliers de la sagesse. Il a inspiré en 1919 Laurence d'Arabie pour son récit autobiographique alors qu'il était officier de liaison britannique auprès des forces arabes lors de la révolte arabe de 1916-1918 contre l'Empire ottoman. Petite escalade sur la dune de sable rouge pour avoir un point de vue époustouflant. Le Wadi Rum est une vallée creusée par l'érosion d'un cours d'eau dans les rochers de grès et de granit, ce qui donne des canyons, des arches naturelles, des falaises et des grottes. Elle a été le lieu de tournage d'une dizaine de films, dont Laurence d'Arabie, Planète Rouge, Prometheus, Star Wars et Dune, entre autres. Cette arche naturelle, sculptée dans la roche, s'élève à 80 mètres et porte le nom de Burda Rock Bridge, et c'est un lieu très prisé des grimpeurs. Nous arrivons à notre campement bédouin. Pas mal comme lit de camp. Et le salon, salle à manger. Au dîner, méchoui mouton. Terrific. Wow. And that was the rice. Tone, from your superior height, what's in the bottom? Et puis, thé sous les étoiles. Il est 6 heures et les dromadaires arrivent pour notre sortie lever de soleil. Il semblerait que les dromadaires soient très câlins ce matin. Nous longeons la voie de chemin de fer qui reliait Damas en Syrie à Médina en Arabie Saoudite en passant par Amman. C'est une ligne à voie étroite construite sur l'ordre du sultan Abdulhamid en 1908 et longue de 1320 km. À ce jour, la ligne n'est que partiellement en fonction. Gare de Wadi Rum Station. Après une petite formation, c'est un drôle de mécanicien qui conduit le train. Hello, Hello. you are Mr. Jean-Pierre. Yes, I am coming from there. Can you tell me how you feeling while you driving? Yes, it's very hard to drive. And toot. Jean-Pierre? Yes, I put the vapor here. Is it easy or hard? It is very hard. Arrivé à Aqaba, où nous déjeunons à la marina. Nous rejoignons notre hôtel. Et ce n'est pas à la piscine, mais dans la mer Rouge que nous allons nous baigner. Je tiens
à vous féliciter tous. Exactitude au niveau des horaires, c'est vraiment très très précieux. L'ambiance, ouais, l'ambiance qu'il y a eu dans ce groupe, et ça j'apprécie énormément. C'est-à-dire que ça a tourné à tas, ça a tourné dans le but. C'est très important parce qu'en plus ça permet de se découvrir, on fait de belles rencontres toujours. Et ça c'est extrêmement précieux. Arrivé à l'embarcadère, où nous allons prendre notre bateau à vision sous-marine, et pour les volontaires, une petite plongée pour voir les poissons et les coraux de plus près. Et je n'hésite pas à mettre masque et tuba pour aller voir les poissons. La mer est un peu agitée et le matériel n'est pas adapté. Et j'ai quelques difficultés. Mets ta tête dans l'eau et regarde, me dit le moniteur. Et je ne vois rien que le fond à 5 mètres. Les coraux et les poissons doivent être de l'autre côté du bateau, plus près de la rive. Bon, ça suffit maintenant, il est temps de rentrer. Ouf, sain et sauf. Et nous reprenons notre circuit. Ici, c'est le roi Abdullah qui a fait couler ses chars pour en faire une réserve naturelle. Et voilà, fin de la balade et du séjour.